All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Le président, veuillez poursuivre, Monsieur Grom. Monsieur Grom. Mesdames et Monsieur les juges, le problème de l'éclairage est réglé, mais le son ne l'est pas. Donc, nous allons voir ce que nous allons faire pour régler la chose d'ici à demain pour le son, mais vous allez savoir sur quoi porter cette vidéo. On pouvait voir vers le milieu de la séquence Monsieur Milošević qui rencontrait Monsieur Šimatović et en fin de séquence, Monsieur Šimatović donnait à Monsieur Curtis comme à Monsieur Milošević un souvenir ou une distinction particulière au nom de cette unité spéciale de l'ADB. Notre thèse est plus vaste que la seule relation entre Curtis, Milošević, Stanisić et Šimatović. Ce que nous allons prouver au cours de ce procès, c'est que les chefs d'accusation retenus dans l'acte d'accusation sont le fruit d'une entreprise criminelle commune collective. C'est issu d'un effort criminel collectif. Nous disons que M. Stanisić et M. Šimatović étaient des membres qui ont voulu faire partie d'un groupe clé de personnes qui étaient animées de la même intention, celle de faire sortir de grandes parties de la population qui n'étaient pas serbes, surtout des musulmans et des croates, de les chasser de chez eux et de leurs terres par la force, en commettant des crimes de persécution et des meurtres. Parfois, ces terres ont été ciblées parce qu'elles se trouvaient dans des zones où les Serbes avaient la majorité. Dans d'autres cas, ces terres ont été sélectionnées parce qu'elles étaient nécessaires pour réunir des parties de terre où étaient concentrés des Serbes. Dans d'autres cas encore, on a pris ces terres pour cible tout simplement parce qu'on estimait qu'il fallait les acquérir pour que réussisse, pour que marche le plan général. Les crimes commis pendant le conflit sont d'une ampleur, d'une échelle telle qu'il est difficile de les comprendre dans tout le détail requis, dans tout le degré de détail que requiert un procès au pénal. Difficile aussi de se faire une idée, de visualiser ces masses de personnes qu'il fallait pour avoir la réalisation de ces crimes, personnes qui devaient être animées de la même intention. Dans ce collectif, chaque personne avait son apport.
son rôle à jouer, avait un poste différent, avait un rôle différent dans cette entreprise criminelle commune. Vous allez voir un diagramme à la planche 16 et c'est peut-être un moyen de se faire une idée de ce groupe clé, de ce cœur même parmi ces acteurs. C'est peut-être trop simplifié, l'idée, le concept de l'entreprise criminelle commune, mais ça peut être un point de départ. Et au fur et à mesure, la Chambre va appréhender davantage les nuances qu'il y a dans ces relations entre ces membres clés, ce qu'on ne peut pas saisir dans un seul et même diagramme. Vous avez des colonnes verticales et vous avez de gauche à droite les membres clés de l'entreprise criminelle commune. Vous avez des Serbes de Croatie, des Serbes de Serbie même et des Serbes de Bosnie. Et dans la rangée du haut, vous avez ceux qui étaient dans l'armée. Dans la rangée du milieu, ceux qui étaient au gouvernement. Et ceux dont l'apport est bien qualifié si on dit qu'il est politique, et dans la rangée du bas, vous avez les protagonistes qui travaillaient dans les MOUP de chacune de ces régions. Vous le voyez, Stanisic, on le retrouve au niveau politique, au niveau du ministère de l'Intérieur aussi. Pourquoi? C'est parce que, au niveau de l'entreprise criminelle commune, son rôle dépassait les confins de son poste dans la sûreté de l'État. Je vais vous diffuser une conversation interceptée et vous verrez que dans certains cas, on pourrait dire que c'est un acte et une action politique qu'il a mené. À la planche 17, vous allez entendre Jovica Salitic et Radovan Karadzic. Ces deux hommes parlent de Milan Babic, un homme de premier plan chez les Serbes de Croatie ou en Krajina. Nous avons baissé la bande son et je vais vous donner quelques secondes pour prendre connaissance du texte, mesdames et messieurs les juges, et puis nous passerons à la page suivante. Ici, dans cette conversation, nous avons M. Stanisic et M. Karadzic qui disent qu'à leur avis, Babic n'est pas l'homme qu'il faut en matière politique. Et Stanisic informe Karadzic du fait qu'il a eu une discussion sérieuse avec Babic quant à la façon dont il devrait se comporter sur le plan politique. Et dans la même veine, vous avez à gauche, dans ce diagramme Milan Martic. Vous le retrouvez non seulement dans la case réservée à la RSK, ministère de l'Intérieur, vous le trouvez aussi dans la case réservée aux personnalités politiques de la RSK. Et ça vous montre bien ce double jeu qu'il avait. Nous reviendrons souvent sur ce diagramme au cours de la déclaration liminaire. Pendant ce procès, l'accusation va vous démontrer l'intention que partageaient ces hommes, en nous attachant tout particulièrement sur les accusés ici présents, leurs intentions et leurs contributions respectives à ce plan général. Difficile de remonter jusqu'à la source d'un plan criminel collectif clandestin, surtout dans ces circonstances où le secret, l'effet de surprise étaient considérés comme des ingrédients essentiels pour que réussisse ce plan. Au mieux,
on peut essayer de voir comment a commencé la genèse, la germination de ce plan criminel si l'on reprend les mots mêmes de son architecte, de son concepteur principal, Slobodan Milošević. Vous avez à la planche 19 les mots qu'il prononce le 16 mars 1991. Il s'adresse à un groupe restreint de députés, alors que la tension n'a fait que monter. Dans ce contexte, il est à une réunion des présidents des municipalités serbes. Et voici ce que dit Milošević. Le gouvernement a été chargé de créer des unités idoines qui assureront notre sécurité en toutes circonstances, à tout moment. Unités qui seront capables de défendre les intérêts de notre République, certes, mais aussi les intérêts des Serbes à l'extérieur de la Serbie. Fin de citation. L'accusation vous dit que quelques 6 semaines après cet ordre donné par Milošević pour que soient créées des unités spéciales chargées de protéger les intérêts des Serbes à l'extérieur de la Serbie, Jovica Stanišić a établi ces unités au sein du service de la sécurité d'État du ministère de l'Intérieur serbe. Revenons quelques instants à cette cérémonie de Kula en mai 1997. Franko Simatović fait un bilan, un récapitulatif de l'histoire, de l'historique de cette unité. Il est franc dans ses propos parce qu'il est en privé, pour ainsi dire, et il s'adresse à un groupe de choix. Le cliché, la planche 21, vous montre les deux déclarations côte à côte. Et il n'y a aucune autre unité à notre connaissance qu'aurait créé Milošević. À ce moment-là, vous comprenez que nous parlons d'une seule et même unité, celle-ci. Simanović poursuit son discours. Il dit ceci, je le cite. La contribution de cette unité d'opération spéciale est énorme. 47 soldats ont été tués. 250 d'entre eux ont été blessés au cours d'opérations de combat qui se sont déroulées en 50 lieux différents. Fin de citation. Grâce aux mots prononcés par lui, Simatović vous dit que les unités spéciales, la DB serbe, opéraient en 50 lieux différents en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Il disait aussi, je cite, « 26 camps d'entraînement destinés aux unités de la police spéciale de la Republika Srpska et de la République serbe de Krajina ont également été créés dans cette période. » Fin de citation. 26 camps d'entraînement en Bosnie et en Croatie. La création des unités spéciales s'est faite le jour où Milošević a chargé Stanišić de la mission de mettre en place une force de combat secrète qui ne relevait pas et n'avait pas à répondre à la loi, mais uniquement au diktat de Milošević. Ce jour-là, un jour que nous sommes capables de définir sans grande précision durant le printemps de 1991, Stanišić s'est allié au plan de Milošević dont le but était d'obtenir le démantèlement de la Yougoslavie, démantèlement qui apparaissait comme inévitable car durant ce démantèlement, il veillerait à ce que les Serbes prennent le dessus,
quelle que soit la république dans laquelle résidaient ces Serbes et quel que soit le coup ou le mal que cette action pouvait faire aux autres groupes ethniques de la Yougoslavie. Stanisic s'apprêtait ce jour-là à remettre l'administration de l'unité spéciale entre les mains de son subordonné auquel il faisait le plus confiance, à savoir Franko Simatovic. Depuis le début, le secret était un élément très important pour assurer l'unité. D'anciens membres de l'unité spéciale disent qu'ils ont appris qu'ils travaillaient pour l'ADB de Serbie seulement quelque temps après qu'ils aient rejoint les unités spéciales. Ces hommes ne connaissaient souvent leurs camarades que par leur surnom ou leur pseudo, ce qui leur interdisait de révéler ou de demander le nom d'un autre homme. Ce secret a contribué à créer la confusion quant à l'identité de ceux qui se trouvaient derrière cette unité. Il était de notoriété publique. Le fait, correction de l'interprète, qu'eût été de notoriété publique que l'ADB serbe avait été créée et maintenue au sein d'une unité extra-légale aussi importante que celle-là, aurait eu des conséquences négatives pour Milošević. Ce secret était fondamental également aux yeux de Milošević, de Stanisic, de Simatovic et d'autres membres de ce groupe central. Le président interrompant, lorsque je vous fais signe de ralentir, tenez-en compte et ensuite je vous indiquerai également à quel moment vous pouvez reprendre. Je vous remercie. Veuillez poursuivre. Qui savaient que leur travail en Croatie et en Bosnie serait criminel, impliquant la commission de crimes graves aux dépens des populations non serbes présentes sur ces territoires. Ils se sont rendus compte d'emblée de ce que le monde allait comprendre au fil de l'évolution de cette tragédie, à savoir qu'on ne peut déplacer par la force des populations civiles importantes en les expulsant de chez elles sans commettre de crimes graves à l'encontre de ces populations. J'aimerais maintenant, si tout va bien, vous diffuser une conversation interceptée qui vous montrera à quel point M. Stanisic s'inquiétait toujours du secret. Dans la planche numéro 22, Stanisic rappelle à Karadzic qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils disent au téléphone. Apparemment, nous avons toujours des difficultés techniques. Monsieur le Président, dans une autre conversation interceptée, Radovan Karadzic, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas faire cela. Non, Jovica, ce n'est pas possible. Regarde, je pense que c'est, tu sais, quelle importance ont les décisions qui seront prises à ce stade. On ne peut pas jouer avec ça. Rien n'est exactement comme on pensait que cela serait. Monsieur Groom, Monsieur le Président, je pourrais peut-être poursuivre mon propos et nous réglerons les problèmes techniques pour la diffusion des images vidéo et des conversations audio demain. Le Président, oui. Mais il serait bon toutefois que vous nous donniez tout de même une idée générale de ce que nous devrions entendre ou voir dans ces séquences audio et vidéo. Monsieur Groom, dans une autre conversation interceptée, Stanisic dit à Karadzic, je cite, « Est-ce que peut-être
tu pourrais le faire d'une façon qui permettrait que l'on ne me considère pas comme faisant partie de cette initiative. Fin de citation. Dans d'autres conversations interceptées, vous entendrez Franco Simatovic qui prononce des phrases particulièrement cryptées dans son entretien avec un autre membre central de l'entreprise criminelle. La carte que Stanisic montre à Milosevic dans une image que vous avez vue précédemment est fixée au mur du centre d'entraînement de Kostic à Kula. C'est une carte de la Yougoslavie et on y voit des marqueurs qui permettent de reconnaître tous les lieux en Croatie et en Bosnie où se trouvaient les unités spéciales, à savoir les endroits où se trouvaient leurs camps d'entraînement. M. Simatovic énumère ces lieux dans son allocution. Ici, dans le coin inférieur gauche de la planche numéro 23, vous voyez un cliché représentant cette carte, cette même carte. À droite, on voit les mêmes lieux, mais figurant sur une carte standard de la Yougoslavie. Les lieux qui figurent dans les cases de couleur verte se trouvent en Croatie. Les lieux qui figurent dans des cases de couleur jaune se trouvent en Bosnie-Herzégovine et ceux qui figurent dans des cases en couleur rose se trouvent en Serbie. Durant la création et l'évolution des unités spéciales de la DB serbe, celles-ci ont utilisé des dénominations diverses pour se désigner elles-mêmes. La planche numéro 24 contient une liste de ces diverses dénominations et montre également des écussons que les membres des unités spéciales arboraient sur leurs uniformes. Certaines de ces dénominations, telles que les sigles JATD et JSO, sont des noms officiels qui étaient utilisés par les services de sûreté de l'État. Certaines de ces unités ont été baptisées d'après le nom des hommes qui dirigeaient l'unité en question. Les hommes d'Arkan, les tigres d'Arkan, les hommes de Martic, les ninjas du capitaine Dragan. Et l'une des dénominations fréquemment utilisées par eux les décrit par un couvre-chef qu'ils portaient très souvent durant les opérations. Et cette dénomination, c'est les bérets rouges. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, les unités spéciales de la DB serbe ont constitué une organisation très vaste qui comptait de nombreux membres. Pendant le présent propos liminaire, nous entendons vous faire connaître certains des membres les plus éminents de cette organisation, à savoir les membres
des services de sûreté de l'État dans la période en question. Et le dernier homme que je tiens à vous présenter en ce moment, c'est Rajo Bojović, qui figure à la planche numéro 27. Rajo Bojović était l'un des membres les plus anciens des unités spéciales et on le voit en de nombreux lieux pendant cette période un peu partout dans l'ex-Yougoslavie. Vous entendrez des témoins qui vous le décriront comme étant le responsable des opérations menées par les Bérets rouges à Doboj, dans la vallée de la Drina et en Bosnie occidentale. L'accusation va également faire verser au dossier des feuilles de paye qui établissent le rapport qui l'unissait au service de sûreté de l'État. Je demande la diffusion de la vidéo sans le son. Pendant les fêtes qui ont eu lieu à Kula en mai 1997, M. Stanisic guide M. Milosevic dans un tour des unités spéciales de la DB serbe à cet endroit pour lui montrer les équipements de ces unités. Dans les images de la vidéo figurant à la planche 28, on voit Milosevic qui se fait montrer une salle d'opération mobile, des blindés transports de troupes et des hommes armés de lance-roquettes et de fusils anti-aériens montés sur socle. Sans perdre de vue le fait que, juridiquement, le mandat de M. Stanisic et de M. Simatovic impliquait le recueil de données et de renseignements, ces images montrent clairement que cette unité s'était équipée afin de mener une mission bien différente. Alors que l'idée de créer une unité spéciale a été conçue à Belgrade, la naissance de cette unité a eu lieu dans la Krajina pendant le printemps de 1991. La Krajina se trouve au sud de la Croatie et s'étend au sud jusqu'à la côte d'Almat. La Krajina abritait une forte majorité de Serbes qui se sont sentis de plus en plus vulnérables en écoutant les discours nationalistes croates prononcés à Zagreb. Étant donné la crainte qui était la leur ainsi que leur méfiance, plusieurs Serbes de Croatie, des gens du commun, ont acquis une plus grande importance et sont devenus des intervenants centraux dans la suite des événements. Et j'aimerais vous en présenter quelques-uns à présent. Milan Babic a été le premier Premier ministre ainsi que le président du gouvernement de la région autonome serbe de Krajina. Cette région autoproclamée était plus connue sous le sigle de SAO de Krajina. Il a témoigné dans plusieurs affaires dont ce tribunal a été saisi et a plaidé coupable du crime de persécution. Il a été condamné à une peine de prison de 13 ans. Et il y a un peu plus de 3 ans, il s'est suicidé au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Dans sa déposition, il a évoqué la chronologie des événements survenus en Krajina sous l'angle d'un initié. Il a avoué dans ce témoignage qui sera soumis à la présente Chambre. Les aveux faits par lui, correction de l'interprète, durant ce témoignage seront soumis à la présente Chambre. Je n'en discuterai pas immédiatement dans mon propos liminaire. Un autre Serbe de Croatie qui a acquis une importance accrue dans cette période était un policier connu sous le nom de Milan Martic. À l'époque, il occupait plusieurs postes de direction dans la SAO de Krajina et qui plus tard a été connu sous le nom de République serbe de Krajina. En décembre 2007,
Correction de l'interprète. Le 12 juin 2007, une chambre de première instance de ce tribunal l'a condamné pour meurtre, persécution, déportation et autres crimes. Ici, sur la planche numéro 30, vous voyez un extrait de ce qu'a dit un autre témoin qui était son chauffeur à l'époque des faits et qui décrit les rencontres régulières entre Milan Martić et Jovica Stanisic. Cette étroite relation est devenue visible en septembre 1991 après que Milan Martić a été arrêté dans la ville bosniaque de Bosanska Krupa. Sa libération a été organisée après une série de coups de téléphone dont je diffuserai un exemplaire à titre d'exemple. La transcription de cette conversation téléphonique se trouve à la planche numéro 31. C'est une conversation qui date du 9 septembre 1991. Dans cette conversation téléphonique interceptée, nous ne voyons pas seulement Milošević et Karadžić qui discutent de la libération de Martić après son arrestation, mais nous voyons également que c'est Jovica Stanisic qui sert d'exécutant des directives de Milošević et dans le cadre de cette même entreprise criminelle commune. Les unités spéciales de la DB serbe ont acquis leur forme initiale grâce à l'appui, à l'entraînement et à diverses mesures qui ont favorisé les crimes commis contre la population non serbe de la Krajina. Franko Simatović a supervisé personnellement ces initiatives. Lorsqu'il s'est rendu pour la première fois en Krajina, il s'est fait accompagner par un homme dont le nom était Dragan Vasilković, qui était chargé de développer le programme d'entraînement. Dragan Vasilković, connu également sous le nom de capitaine Dragan, est né en Serbie, puis a déménagé avec ses parents en Australie pour revenir en Yougoslavie au début de l'année 1990. C'était un ancien combattant de l'armée et le service de sûreté de l'État a profité de son expérience pour l'envoyer en Krajina avec la responsabilité de servir d'instructeur aux nouvelles forces de police créées en Krajina. Comme on le voit dans un rapport émanant de l'armée yougoslave que l'on trouve à la planche numéro 32, il est tout à fait clair que le capitaine Dragan travaillait avec et pour le ministère de l'Intérieur serbe sous la supervision de Jovica Stanisic. Je voudrais maintenant vous montrer sur les planches numéro 33 et 34 une lettre écrite par le capitaine Dragan le 8 novembre 1991. Et vous voyez sa signature au bas de la planche numéro 33. À cette époque-là, Vasilković n'appréciait pas pleinement l'exigence qu'avait Stanisic vis-à-vis du maintien du secret, et il a très naïvement révélé ses relations avec la DB dans la demande que l'on voit à la planche numéro 34, où il déclare qu'il avait, je cite, « l'obligation vis-à-vis des services de sûreté de l'État de la République de Serbie », fin de citation, d'agir comme il le faisait, et que ces activités étaient, je cite, « totalement conformes aux exigences du service mentionné », fin de citation. Dans cet extrait de la cassette reprenant les propos tenus durant les célébrations de Kula, à la planche numéro 34, nous voyons que Jovica Stanisic donne l'accolade au capitaine Dragan au moment de lui remettre une décoration. As Milan Martić began... Au début du mois d'avril, alors que Milan Martić
commence à regrouper une force de police composée principalement d'hommes sans armes et qui ne sont pas entraînés. Simatovic et le capitaine Dragan arrivent armés du soutien de Jovica Stanisic et de Slobodan Milosevic. Martic emmène la délégation de la Sûreté de l'État, composée de Simatovic et du capitaine Dragan, jusqu'à Golubic, qui se trouve à 9 km au nord de Knin, où dans l'espace de quelques jours, il crée un centre d'entraînement de la DB serbe destiné à préparer les Serbes à la prise des terres serbes de Croatie. L'entraînement à venir a permis de créer une force de combat bien équipée et très impressionnante qui n'a pas seulement empêché le gouvernement de Croatie d'imposer sa volonté sur le territoire de la Krajina, mais qui va être utilisée par la suite pour nettoyer la Krajina de tous ses habitants non serbes. 6 ans plus tard, à Kula, M. Simatovic va parler de Golubic, qu'il évoquera comme étant l'une des grandes réussites de son unité. Au total, plus de 3000 hommes ont bénéficié d'un entraînement à Golubic. Certains des hommes entraînés à Golubic créeront à leur tour par la suite l'un des 25 camps d'entraînement mis en place ultérieurement par Stanisic et Simatovic. Ces premiers membres des unités spéciales peuvent être désignés par le nom de Kninja en raison de la proximité entre le camp de Golubic et Knin. L'une des premières batailles conduites par les Kninja s'est déroulée à Glina. Après cette bataille, le capitaine Dragan a distribué des bérets rouges et ces bérets rouges sont devenus l'un des emblèmes de cette unité et en réalité sont à l'origine du nom qui les désigne le plus souvent, à savoir les bérets rouges. Ici, sur la planche numéro 36, on voit des photos des membres les plus importants de l'unité. Ainsi que le camp d'entraînement de Kostic à Kula, dans lequel les bérets rouges sont au centre de la parade, entourés par les armes utilisées par eux, au centre de l'image. Et si l'unité était désignée par divers noms pendant son histoire, la désignation béret rouge demeure une constante. Même si certaines unités militaires qui n'étaient pas directement affiliées à la DB portaient également des bérets de cette couleur, les bérets rouges sont devenus très rapidement emblématiques des unités de la DB. Une grande partie de ce que nous savons au sujet de la naissance des unités spéciales est corroborée par les documents que le bureau du procureur a été capable d'obtenir. Je vais me saisir de l'occasion qui m'est donnée pour montrer au juge de la Chambre certains de ces documents les plus importants. La planche numéro 37 montre une proposition rédigée par le capitaine Dragan. En mai 1991, le capitaine Dragan a envoyé une proposition visant à créer un nouveau centre d'entraînement et à transférer le grand état-major de la défense territoriale dans la forteresse de Knin. À qui a-t-il envoyé cette proposition? Au commandant de la défense territoriale, au président de l'Assemblée municipale et au service de sûreté. La thèse de l'accusation consistera à dire que l'expression « service de sûreté »
fait référence aux services de sécurité de Serbie et plus précisément à Jovica Stanisic et à Franko Simatovic. As we can see from this document, Comme nous voyons maintenant sur ce document, à la planche 38, le 14 juin, donc uniquement quelques semaines après la proposition faite par le capitaine Dragan, on voit que capitaine Dragan et Franki qui était le surnom de Franko Simatovic, ont assisté à une réunion où se trouvaient plusieurs officiers de l'armée yougoslave. Ce document confirme ce que des témoins vont décrire, c'est-à-dire que l'armée yougoslave n'était pas une présence neutre en Krajina. 2 jours plus tard, Simatovic allait rédiger un ordre écrit. Et vous l'avez d'ailleurs à la planche 39. Il s'agit d'une photographie du document original. C'est un ordre signé de Franko Simatovic, donnant l'ordre que l'on retire toutes les armes de la forteresse de Knin vers Golubic. Donc cet ordre permet de mieux comprendre comment Simatovic comprenait sa propre autorité au sein de la région de Krajina. C'était lui, et non pas l'armée yougoslave, ou Milan Babic, ou Milan Martic, qui donne cet ordre si essentiel. Si essentiel puisqu'il porte sur le retrait d'armes. Et vous aurez très certainement remarqué l'entête. République de Serbie, SAO Krajina, centre d'entraînement de Golubic. Il signe ce nom, non pas de son prénom et de son nom, mais de son surnom, Franki, pour assurer que cet ordre soit toujours secret. L'accusation va aussi présenter des documents comme celui que vous voyez ici à l'écran et qui font référence à des ordres donnés toujours par ce Franki. D'après l'auteur de ce rapport que l'on voit à la planche 41, le ministère serbe de l'Intérieur avait précédemment fourni 4 véhicules. 2 mois après avoir reçu ces équipements, l'auteur de ce rapport fait savoir qu'il a reçu un ordre de Frank, F-R-E-N-K, et il explique que ce Frank est le représentant en chef du MUP de Serbie. Et donc cet ordre était de désactiver les équipements radio de 2 de ces véhicules. À peu près au même moment, le capitaine Dragan a lui aussi rédigé un rapport. En se basant sur les premiers succès du capitaine Dragan, il propose une nouvelle évolution des unités spéciales de la DB serbe. Il considère qu'ils ne doivent pas uniquement s'occuper d'instruire des personnes et d'entraîner des personnes. Il voudrait plutôt entraîner des hommes qui pourront ensuite aller dans d'autres endroits de Croatie ou de Bosnie-Herzégovine pour y établir de nouveaux centres d'instruction et de nouvelles branches des unités spéciales. Comme le montre la planche numéro 42, il suggère que les 3 hommes qui sont directement responsables des premiers succès devraient se rendre sur le terrain pour remonter le moral des troupes. Ces hommes, bien sûr, sont Milan Martic, Franki et le capitaine Dragan lui-même. Et il suggère que ces 3-là, y compris des élites, donc ce sont des références, il fait référence aux membres des unités spéciales, donc fassent la tournée de ces nouveaux centres d'entraînement pour remonter le moral des troupes et pour donner des conseils à propos des évolutions à venir que pourraient connaître ces unités sur le terrain. L'accusation va présenter d'autres rapports qui démontreront que Franki, c'est-à-dire M. Simatovic, avec des
leaders locaux serbes ont donné des informations extrêmement détaillées à propos de ce qui était en train d'arriver en Krajina. À la planche 43, vous voyez un rapport du 19 juillet 1991. Il est bon de remarquer que dans ce document, on utilise les mots « unité spéciale ». C'est peut-être la première fois que l'on utilise ce terme pour décrire ces unités qui avaient été créées par la DB serbe. Donc, lorsque l'on lit la dernière phrase, on comprend parfaitement pourquoi ils ont été instruits au maniement des armes. Et je cite, « Nos forces seront déployées selon le plan d'entraînement ». Fin de citation. À la planche 44, on voit un rapport en date du 6 août 1991 qui annonce un cessez-le-feu. À nouveau, on voit le surnom de M. Simatovic, c'est-à-dire Frankie. À l'écran, vous verrez 2 extraits de rapports datant de juillet 1991. Au cours de cet été 1991, le 19 juillet, le capitaine Dragan a rendu compte de façon détaillée à ses supérieurs à Frankie, à Milan Martic et au major Ficha, qui, selon les services de renseignement de la JNA, étaient inspecteurs au sein du MUP de Serbie. Donc, dès le départ, il est parfaitement clair que les personnes qu'ils ont instruites, qu'ils ont équipées, sont en train de commettre des crimes de guerre. On doit mettre au crédit du capitaine Dragan qu'au départ, il considérait que ce comportement devait absolument être corrigé, modifié. Et comme la Chambre de première instance le verra au cours de ce procès, ces crimes ne sont pas marginaux du tout. En fait, ces crimes faisaient partie du plan. Dans le deuxième rapport, à la planche 45, on trouve un extrait d'un rapport du 23 juillet et on voit que dès les premiers jours des unités, moins de 3 mois après qu'elle ait été créée, un système de reporting parfaitement organisé avait déjà été établi. On voit ici dans ce document que l'une des tâches principales du capitaine Dragan dans la Krajina était d'organiser le système de commandement ainsi que son reporting. Et bien sûr, la République de Serbie était parfaitement inclue dans ce système. Alors, Stanisic et Simatovic ont-ils reçu des rapports à propos des activités conduites par les unités qu'ils avaient créées? Est-ce que Milosevic, lui aussi, était au courant de ce que faisaient ces unités? Je tire maintenant votre attention sur la planche 46 et à nouveau sur la vidéo de Kula. Ici, Stanisic emmène Milosevic pour rendre visite à pour saluer une formation de commandant supérieur qui se présente. Donc il est d'abord salué par Crnogorad et ensuite Milosevic lui serre la main à Crnogorad et ensuite va avec lui pour voir le colonel Rojo Boric. Je ferai une observation un peu plus tard à propos de leur échange pendant la vidéo. Pour ceux de vous qui... Donc si vous ne comprenez pas le BCS, je vais le lire en anglais.
It seems that the audio problem has been corrected. Il semble que le problème audio a été corrigé puisque on a entendu la version BCS en direct. Donc, la thèse de l'accusation est la suivante. Milosevic, par le biais de Simatovic et de Stanisic, était informé de façon régulière de la présence, de l'emplacement des unités et aussi des actions de cette unité. Ici, au cours de cet échange, on voit que Milosevic rencontre Bosovic en personne. Cela semble être la première fois que ces deux hommes se rencontrent. Lorsque Milosevic entend le nom, il le reconnaît tout de suite, puisqu'il a lu les rapports. Des rapports qui, d'après l'accusation, ont nécessairement dû passer entre les mains de Simatovic et de Stanisic. Des rapports qui étaient fournis à une fréquence suffisante pour que Milosevic reconnaisse tout de suite un nom y figurant. Je vais maintenant demander à Madame Bremermetz de nous parler du rôle que messieurs Stanisic et Simatovic ont joué dans les crimes qui ont été commis en Bosnie et en Croatie. Madame Bremermetz, Mesdames et Messieurs les juges, donc alors que la Yougoslavie était en train de se défaire, une grande concentration de minorités serbes qui habitaient en Croatie ont commencé à se déclarer comme région autonome. Région donc qui était pourtant dans les frontières même de la Croatie, mais qui n'était, d'après eux, plus régie par la loi croate ou les administrations croates. Donc ces régions autoproclamées seront appelées donc les régions autonomes serbes, SAO, c'est-à-dire le sigle utilisé en BCS. En août 1991, Milan Martic a décidé de capturer le village croate de Kijevo qui se trouve au sud-est de Knin. Martic a donné un ultimatum au commissariat de Kijevo en déclarant qu'il allait attaquer la population, en menaçant d'attaquer la population civile du village. À ce moment-là, l'armée yougoslave est entrée en conflit ouvert, mais est entrée dans le conflit du côté serbe. Après l'expiration de l'ultimatum, une force conjointe regroupant les hommes de Martic, l'armée yougoslave et les réservistes serbes locaux, c'est-à-dire les membres de la TO, ont attaqué Kijevo et l'ont capturé et ensuite en ont chassé toute la population croate. À partir de ce moment-là, l'armée yougoslave et les forces armées des locaux des Krajina serbes, c'est-à-dire les forces de police, les unités de la TO, ainsi que un certain nombre d'unités de volontaires serbes, dont la plupart étaient entraînées, équipées, financées et soutenues par la DB serbe sous les ordres de Jovica Stanisic et de Franko Simatovic, ont commencé à attaquer les villages croates dans la SAO Krajina. La TO, c'est-à-dire la défense territoriale de l'ex-Yougoslavie, était composée d'anciens membres de l'armée populaire de Yougoslavie qui avaient conservé leurs uniformes et qui avaient aussi conservé leurs armes et qui étaient réservistes sous le commandement de la République en ce qui concerne les temps de guerre et qui pouvaient être incorporés au sein de l'armée yougoslave en temps de guerre. En août 1991, Slobodan Milosevic allait résoudre un conflit qui existait entre Babic et Martic à propos du contrôle des forces de TO en obligeant Babic à nommer Milan Martic chef adjoint de la TO. Cette nomination, associée au fait qu'un grand nombre des TO de la SAO Krajina n'étaient fidèles qu'à Martic, a permis finalement à Martic de contrôler toutes les TO.
Le 1er août 1991, le gouvernement de la SAO Krajina a décidé que les unités commando de la police et les TO se combineraient et formeraient ainsi les forces armées de la SAO Krajina. Sur la planche numéro 47 que l'on voit maintenant à l'écran, on voit les régions de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, tout particulièrement les municipalités et villages qui sont pertinents en ce qui concerne l'acte d'accusation dressé contre Simatovic et Stanisic. Les villages de SAO Krajina, dont je vais parler maintenant, ont été entourés d'un cercle rouge. Dans le cercle que l'on voit en bas de la carte, on voit que figure aussi la ville de Knin ainsi que celle de Golubic. Dubica, Bacin et Seroliani sont des villages qui se trouvent à la frontière de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. En 1991, environ la moitié des habitants de Dubica étaient d'appartenance ethnique croate. Il y avait aussi une petite minorité musulmane, alors qu'en ce qui concerne les villages de Bacin et Ceroliani, il y avait une forte majorité de Croates. Jusqu'à 1991, les relations entre groupes ethniques avaient été parfaitement amicales et harmonieuses. Malheureusement, à l'été 1991, ces relations entre groupes ethniques ont commencé à se dégrader. Des conflits armés ont eu lieu entre les forces armées croates et serbes. Et en septembre 1991, l'armée croate s'est retirée et les forces serbes, tout particulièrement la police de Martic et Sateo, ont capturé ces villages et en ont pris le contrôle. Ils sont venus à de nombreuses reprises en incendiant les maisons des habitants croates, en les utilisant comme boucliers humains et en se livrant à des meurtres. Par exemple, ils n'ont pas hésité à tirer une roquette dans le clocher de l'église catholique de Dubica. Et après cela, les Croates ont décidé de quitter leur village et il n'est resté que quelques personnes âgées ou quelques malades. Le 20 octobre 1991, des membres de la police de Martic et de la militaire de Krajina sont allés autour de Dubica en camion et ils ont ramassé en tout 53 civils qui étaient restés et ils les ont emmenés à une brigade de sapeurs-pompiers à Bacin. Ils ont raconté qu'il y allait y avoir une réunion, mais en fait, à la caserne des sapeurs-pompiers, on a placé ces personnes en détention. Une des personnes mises en détention s'appelait Slavko Kučuk. Il a été témoin du fait qu'on a libéré plus tard une dizaine de civils, apparemment parce qu'ils avaient des connaissances parmi les Serbes. Et lui-même, il a été libéré par un des gardes dont il se fait que c'était un ancien élève à lui. Plus tard, Slavko Kučuk a fait la liste de toutes les personnes qui avaient été mises en détention avec lui à la caserne des sapeurs-pompiers. Quand vous regardez l'âge qu'avaient les civils qui figurent dans cette liste que vous voyez maintenant à la plage 48, vous allez remarquer une chose. La plus grande majorité de ces personnes avaient plus de 60 ans. Le lendemain, les derniers civils qu'il y avait encore à la caserne des sapeurs-pompiers ont été exécutés par les forces serbes, comme l'ont été plusieurs autres personnes âgées civiles de Bacin et de Ceroliani. Il y avait parmi les personnes tuées une personne qui avait 90 ans. Saborsko, c'est un village qui se trouve dans la municipalité de Ogulin, près de Plitvice. En août 1991,
la population était presque exclusivement croate, comme l'était la population des villages voisins de Polianak, Lipovača et Vukovići. Mais autour de ces villages, il y avait des villages qui étaient pour la plupart pratiquement exclusivement peuplés de Serbes. En août 91, des forces serbes ont commencé à pilonner Saborsko en essayant de faire le lien, la jonction entre les territoires serbes que ce village séparait. Au cours des mois suivants, des membres de la police de Martić et d'autres forces serbes ont entamé une campagne de harcèlement en procédant à l'arrestation, à la détention arbitraire et de beaucoup de civils croates, souvent en les rouant de coups. Et la plupart des Croates ont quitté ces villages suite à ce traitement. Fin octobre, début novembre 1991, Polianak, Lipovača, Vukovići et enfin Saborsko ont de nouveau fait l'objet d'attaques de la part des forces serbes. Et pendant ces attaques, on a choisi et intentionnellement tué des civils croates. Par exemple, à Vukovići, des membres de la police de Martić, des membres de la JNA et des membres d'unités de défense territoriale locale serbe ont fait sortir 8 civils croates de chez eux. Il y avait parmi ces personnes des personnes âgées, des femmes. Ils les ont placés contre un mur et ils les ont tout simplement abattus. Il y avait un autre homme qui était trop malade pour quitter sa maison. Alors qu'il était encore dans son lit, des forces serbes l'ont tué d'un coup de feu. Le 12 novembre 1991, les forces serbes ont lancé une nouvelle attaque très intense sur Saborsko. D'abord, ce sont les avions de la JNA qui ont largué des bombes. Et puis, ce fut le tour de l'artillerie lourde. Et enfin, des unités des forces terrestres ont pénétré dans Saborsko. La planche 49 vous parle de cette attaque. Vous y avez la lettre d'un représentant du village de Blaski qui relate l'attaque et dit de cette attaque qu'elle était dirigée contre des gens mauvais, méchants, maléfiques. L'église catholique de Saborsko a été pilonnée et endommagée. Puis l'artillerie s'est retirée. Sont restés les soldats et les policiers serbes dans le village. Ils ont commencé à piller ce hameau, à prendre les voitures de particuliers, à dérober des biens qui se trouvaient dans ces maisons, le bétail et à mettre le feu aux maisons. On a fait sortir les civils des caves, les hommes ont été séparés des femmes et une vingtaine d'hommes ont été exécutés. La plupart des habitants de Saborsko ont pris la fuite où ils ont été emmenés en bus en territoire croate où on les a relâchés. Pendant ce procès, des témoins viendront vous parler des attaques à Saborsko. La planche 50 vous donne ce que un d'entre eux a dit pendant le procès de Milan Martić. Vous allez le remarquer parce que c'est surligné en rouge. Lorsqu'on a demandé à ce témoin qui a participé à l'attaque de Saborsko, il a répondu que c'était des hommes qui avaient été formés, entraînés à Golubić, les bérets rouges. Dernier exemple, ce sera celui de Škabrnja. Škabrnja et les villages environnants se trouvent près de Zadar, dans la partie sud-ouest de la Croatie. En 1991, il n'y avait pratiquement que des Croates qui habitaient dans ce village. Et avec la même systématicité que celle que j'ai décrite, il y a d'abord eu pilonnage, bombardement par les forces serbes de ce village, et ceci à partir de septembre 1991. Et le coup de grâce a été donné le 18 novembre 1991. Il y avait 3 églises catholiques à Škabrnja et autour de Škabrnja. Il y avait parmi ces 3 églises l'église de la Vierge
Vous avez à la planche 51 cette église avant et après. Elle a été endommagée à cause de l'attaque de la JNA. Des membres de la police de Martić, de la JNA et d'unités de la défense territoriale serbe locale ont emmené des civils de ce village, les ont forcés à se rendre en territoire sous contrôle du gouvernement croate. Des forces serbes ont fouillé les maisons l'une après l'autre à la recherche de ceux qui étaient restés, ont pillé et incendié ces maisons. En tout, 38 civils ont été tués à Škabrnja. Le 21 décembre 1991, au cours d'opérations menées conjointement avec d'autres forces serbes, la police de Martić a pénétré dans les maisons du petit village de Brujka, qui se trouve entre Škabrnja et Benkovac. On a fait sortir les hommes, on les a alignés et on les a abattus. Mais on a aussi tiré sur des femmes qui prenaient la fuite. En tout, 9 personnes ont été tuées. Tous ces exemples vous montrent ce qui s'est répété et ce qui forcément allait être la conséquence de ces attaques menées sur les villages croates de la Krajina en automne et pendant l'hiver de 1991. D'abord, il y avait le siège de la JNA sur ces villages à population croate, et puis on pilonnait. Ensuite, les forces serbes, dont la police de Martić, pénétraient dans ces villages. Toutes les maisons qui n'étaient pas celles de Serbes étaient détruites. Tous les biens qui n'étaient pas ceux de Serbes étaient pillés. Et très souvent, des Croates ont été arrêtés, détenus. D'autres ont été chassés de chez eux. Ceux qui sont restés, et c'était surtout des vieilles personnes, ces personnes ont été assassinées. On a ainsi procédé au nettoyage ethnique de ces villages. J'aimerais une fois de plus vous rappeler ce qu'un témoin à charge a déclaré au cours du procès de Milan Martić. Vous allez trouver un extrait de son audition à la planche 53. Il était présent lorsque Franko Šimatović, qui agissait au nom de Jovica Stanisić, a apporté des armes et de l'argent à Milan Martić à Knin. Pour des raisons qui ne sont pas claires, les rapports avec le capitaine Dragan ont connu une période de froid après l'été de 1991. Il a été rappelé à Belgrade et Stanisić lui a interdit de rentrer en Krajina. Et comme on a démantelé les Kninje du capitaine Dragan, Franko Šimatović a choisi les meilleurs d'entre eux pour créer un groupe d'élite qui allait être formé pour devenir une force d'assaut secrète, mieux organisée, plus professionnelle. Et ceci s'est passé en Serbie même, au mont de Fruška Gora. Je vous renvoie à la planche 22 et à la carte 6 de l'Atlas qui sera utilisée plus tard. Et vous allez voir que Fruška Gora se trouve à droite de la carte, juste à l'extérieur de la Slavonie orientale en territoire serbe. C'est la 4e case à partir du haut, où vous voyez les mots suivants, Lejimir, mont Fruška Gora. C'est sur ce mont de Fruška Gora que ces forces d'élite se trouvaient à une distance de laquelle ils pouvaient frapper la Slavonie orientale, où on essayait d'établir la paix et où on arrivait presque ou très rapidement à servir un point d'ébullition. Dragan Vasilković va être rappelé pour former ses hommes sur le mont de Fruška Gora. Jika, qu'on appelle aussi le monténégrin, Crnogorac, est nommé chef de l'unité. Comme les autres, il reçoit un béret rouge, un numéro d'identité de la sûreté de l'État et un surnom.
cette unité en mutation. Elle va être gardée à l'abri du public, à l'abri du regard de l'opinion publique par Stanisic, car il en fait une unité qui fait partie de la sûreté de l'État et non pas de la police régulière ni des unités militaires de Serbie, pas plus que de celles de la RSFY. Vous allez trouver en quelques mots la thèse que nous avançons à la planche 54. Nous disons que Jovica Stanisic et Franko Cimatovic ont joué un rôle dans l'organisation, la formation et l'équipement des auteurs immédiats de ces crimes et que c'est là une de leurs contributions à une entreprise criminelle commune qui consistait à utiliser la force pour écarter les Croates et les autres personnes qui n'étaient pas serbes des terres qu'ils convoitaient en se livrant à des crimes de persécution et d'assassinat. C'est ainsi qu'ils encourent une responsabilité pénale pour ces crimes. Je vois l'heure qu'il est. Nous allons passer à un sujet tout à fait différent et je pense que c'est peut-être un moment qui se prête bien à la fin de l'audience aujourd'hui. Le président, exactement. Nous allons lever l'audience aujourd'hui. L'audience reprendra demain. Demain 10 juin à 14h30, ici même dans ce prétoire. L'audience est levée. All rise for your overview.